D'après Einstein, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 erreurs qui te maintiennent dans la pauvreté, qui t'empêchent de construire un patrimoine solide. On va les détailler une par une et je te dirai laquelle, selon moi, est la plus critique. La première erreur, selon moi, ce sont les crédits à la consommation. Les crédits à la consommation sont un gros piège. Pourquoi? Parce qu'ils te font payer des choses qui perdent de la valeur avec de l'argent que tu n'as pas encore gagné. Je te donne un exemple. Tu achètes un canapé 2000 € à crédit sur 3 ans. D'ici 3 ans, ton canapé aura perdu de sa valeur. Mais toi, tu seras toujours en train de payer avec des intérêts en plus. C'est la même chose pour les télés, pour l'électroménager et même pour les téléphones. À chaque fois que tu utilises un crédit à la consommation pour acheter ces biens, tu t'endettes pour des choses qui ne te rapporteront jamais d'argent. Ce type d'endettement empêche d'accéder à de vrais investissements comme l'immobilier par exemple. Alors bannis ces crédits et privilégie l'épargne avant l'achat. Une bonne astuce si tu veux acheter quelque chose qui nécessite un crédit est d'adopter la règle des 30 jours. Si par exemple tu veux acheter quelque chose, note-le sur une liste et attends 30 jours. Si après ce délai tu en as encore besoin et que tu peux te l'offrir sans crédit, alors vas-y. Sinon, c'était sûrement un achat impulsif que tu peux éviter. La deuxième erreur, c'est le leasing automobile. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mode de financement qui est très utilisé aujourd'hui, qui permet d'utiliser une voiture neuve ou d'occasion sans l'acheter immédiatement. Il repose en fait sur un contrat de location avec des mensualités qui sont fixes et selon le type de leasing, tu as la possibilité d'acheter ou non le véhicule à la fin du contrat. C'est ce qu'on appelle le LOA, LLD et de manière générale, les leasing automobiles sont des mauvais choix. Pourquoi? Parce que contrairement à un achat comptant, le leasing coûte souvent plus cher sur le long terme. Alors trop souvent, on va se laisser séduire par des mensualités qui paraissent faibles, mais au final, le coût total du véhicule, si vous le rachetez, est bien supérieur à l'achat direct. Et c'est normal. Les sociétés qui proposent ce type de financement doivent faire leur marge. Et elles feront leur marge sur toi. En moyenne, le coût total payé si tu décides d'acheter le véhicule est estimé entre 15 et 30% plus cher que le coût du véhicule si tu l'avais acheté comptant. Par exemple, une voiture coûtant 30 000 € en achat peut te revenir à 36 000 € ou plus en leasing. Mais en plus, une voiture neuve perd en moyenne 20 à 30% de sa valeur dès la première année et jusque 50% après 3 ans. Ça veut dire qu'après 3 ans, un véhicule acheté après un leasing a perdu au minimum 65% de la valeur à laquelle tu l'as acheté. Je trouve ça catastrophique. Je ne parle même pas des frais lorsque tu décides de résilier de manière anticipée ou des limitations sur l'usage et le kilométrage. Alors souvent, il y a un kilométrage annuel maximum avec des pénalités en cas de dépassement et également des frais qui peuvent être facturés en cas d'usure du véhicule. La moindre petite rayure peut rapidement te coûter très cher. Un point dont on ne parle pas souvent, c'est l'impact sur ton taux d'endettement. Les banques voient d'un très mauvais œil le leasing si tu veux emprunter pour un bien immobilier, ce qui peut t'empêcher d'investir dans l'immobilier pour dégager des revenus passifs. Si tu veux acheter un véhicule, le véhicule que tu dois choisir, tu dois être capable de l'acheter 10 fois. Sinon, ça veut dire qu'il est au-dessus de tes moyens. Quand je dis 10 fois autour de moi, les gens pensent que j'exagère. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous pensez que 10 fois c'est trop et que j'exagère. Pour moi, il y a deux manières d'acheter un véhicule. Soit vous l'achetez cash, ou soit vous l'achetez avec un crédit. Mais attention, le crédit, c'est que tu as l'argent sur ton compte pour l'acheter cash, mais tu ne souhaites pas utiliser ton épargne. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, tu peux prendre un crédit pour acheter ton véhicule et placer ton épargne sur un support avec un taux d'intérêt supérieur à celui de ton crédit auto. Dans ce cas, en réalité, tu fais travailler ton argent. Maintenant, quelle voiture choisir? La meilleure stratégie pour moi, c'est d'acheter une voiture d'occasion qui a 3 ans. Alors pourquoi 3 ans? Parce que à cet âge, elle est encore en bon état, elle est fiable et surtout tu l'achètes au moment où la grosse décote est passée. Alors ensuite, tu la gardes jusqu'à ses 7 ans environ avant de la revendre. Parce qu'après cet âge de 7 ans, les réparations peuvent devenir trop coûteuses. Les seules exceptions pour acheter une voiture neuve, c'est si tu achètes une voiture neuve avec une société, surtout si c'est un modèle électrique par exemple, ou alors si tu es riche.
La troisième erreur, c'est l'incapacité à épargner. Les banques ne prêtent qu'aux gens qui savent gérer leur argent. C'est aussi simple que ça. Si tu es tout le temps en découvert, si tu n'as pas d'épargne, comment veux-tu que la banque te fasse confiance? Imagine un ami qui te demande de l'argent, mais tu sais qu'il est tout le temps en galère financière. Tu hésiterais, n'est-ce pas? Mais c'est pareil pour la banque. Son objectif n'est pas de faire de la charité, mais du business. Pour éviter ce problème, mets en place une épargne automatique, même 10% de ton salaire chaque mois. C'est un début. Cette habitude montre à la banque que tu es discipliné financièrement et cela te donnera accès à de meilleures opportunités d'investissement. Un autre bon réflexe est de différencier ton épargne de précaution de ton épargne d'investissement. L'épargne de précaution doit être facilement accessible en cas de coup dur, idéalement 6 mois de dépenses, tandis que l'épargne d'investissement doit être placée sur des supports qui rapportent plus que l'inflation. Ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être des entreprises, etc. La quatrième erreur, c'est faire une activité qui rapporte de l'argent en sous-marin. Alors, gagner de l'argent en dehors du circuit bancaire classique, c'est une erreur si tu veux développer ton patrimoine. Si tu fais une activité sans créer d'entreprise, en fait, c'est souvent une fausse bonne idée parce que tu n'as aucun bilan, tu n'as aucune preuve de ton cash flow. Or, si tu souhaites acheter un bien immobilier ou alors emprunter pour développer ton activité, tu vas devoir montrer des revenus déclarés et stables. Ce n'est qu'à cette condition que la banque pourra te suivre. Le but, c'est d'avoir une activité qui est officielle, même si c'est juste en tant que micro ou auto-entrepreneur au début. Ça te permet d'avoir un historique, de montrer une progression et de prouver ta capacité à gérer un business. De plus, travailler en toute légalité te permet d'accéder à des aides, à des subventions ou à des financements qui peuvent venir booster ton activité. En fait, certains entrepreneurs pensent économiser en restant comme ça sous les radars en sous-marin, mais en réalité, ils se coupent de nombreuses opportunités. La cinquième erreur, c'est de céder à la pression sociale. Pour moi, c'est l'un des plus gros freins à l'enrichissement, ne pas savoir dire non. On vit dans une société où le chemin semble tracé, les études, le boulot, l'achat de la voiture neuve, la maison, les vacances une fois par an. Mais si ce schéma ne te plaît pas, tu dois apprendre à dire non. Et c'est souvent le plus dur, parce que tes proches peuvent être les premiers à te freiner en croyant bien faire. Personnellement, quand j'ai dit à ma mère que je quittais mon travail pour créer mon entreprise, elle a pleuré de tristesse parce qu'elle me voulait du bien et ne comprenait pas mon choix. C'est aussi ça, être adulte, c'est prendre ses décisions et assumer les conséquences. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel si tu souhaites avancer vers tes objectifs. Un bon moyen de résister à la pression sociale, c'est de bien s'entourer. Trouve des personnes qui partagent ta vision et tes ambitions. Cela t'aidera à garder le cap, même quand tes proches te mettent la pression. Lequel de ces points est le plus important? Pour moi, parmi ces 5 points, celui qui est le plus crucial à mon sens, c'est l'incapacité à épargner. Pourquoi? Parce que sans épargne, tu es bloqué sur les autres points. Si tu gères mal ton argent, tu seras tenté par les crédits à la consommation. Si tu n'épargnes pas, tu n'auras jamais de fonds pour investir. Et si la banque voit que tu es incapable de mettre de côté, elle ne te prêtera rien. Donc, commence par développer cette habitude d'épargne. Ensuite, évite les dettes inutiles et surtout, apprends à dire non quand il le faut. Si tu appliques ces principes, en fait, tu mettras toutes les chances de ton côté pour réussir financièrement. N'oublie pas de lâcher un like si tu as apprécié la vidéo. C'était Julien et à très vite dans une prochaine vidéo.